Bienvenue dans Neutrality Studies. Je m'appelle Pascal Lotaz. Je suis professeur associé à l'Université de Kyoto et aujourd'hui, je reçois un auteur tout à fait fascinant pour parler de son livre. Avec moi, Jim Douglas, auteur de Martyr to the Unspeakable, The Assassinations of JFK, Malcolm, Martin and RFK. Ce livre offre un regard bouleversant sur les 4 assassinats qui ont marqué l'Amérique des années 1960 et sans doute les affaires mondiales pendant des décennies. Bienvenue, Jim. Merci, Pascal. C'est merveilleux d'être ici avec toi. C'est un plaisir de vous avoir ici et je suis très heureux que nous puissions parler de votre travail. D'un côté, nous allons bien sûr examiner le livre. Et la première question que j'ai est pourquoi ces 4 assassinats sont, selon vous, si importants. Mais nous avons aussi dit que nous allions en faire un dialogue. Donc je vais vous laisser expliquer un peu ces 4 assassinats, puis nous échangerons. Alors s'il vous plaît, parlez-moi de ces 4 assassinats et expliquez-moi pourquoi ils sont si importants pour vous. Wow! Ils ont changé ma vie, surtout celle du Dr. King. Et je pense que notre échec en tant que pays, je parle des États-Unis en ce moment, c'est que nous sommes fondamentalement une nation amnésique. Quand il s'agit de John F. Kennedy et de son assassinat, qui a été le point de départ des 3 autres meurtres, cela a étouffé un mouvement de changement qui aurait pu transformer les États-Unis d'Amérique, et avec eux, dans une large mesure, le reste du monde, à cause du pouvoir de cette force terrible, vraiment terrible, dans le pays, le Pentagone, la CIA, la National Security Agency, tout l'appareil. Et j'aime voir ce thème, surtout à travers les yeux de Malcolm, car c'est lui qu'on rejette généralement comme le personnage dur, violent du groupe. 2 jours avant sa mort, il a dit « C'est le temps des martyrs maintenant. Et si je dois en être un, ce sera pour la cause de la fraternité. C'est la seule chose qui peut sauver ce pays et le monde. » Le martyr signifie témoignage. Témoignage de quoi? Je pense que ces 4 hommes étaient profondément attachés à une humanité unique et unifiée. Une humanité capable de vivre en paix et dans la justice avec le reste du monde. Et c'est toute l'histoire, tout simplement. Peux-tu simplement me faire un petit récapitulatif des années? Qui est mort quand? JFK, bien sûr, avant RFK. Mais est-ce Malcolm qui a été assassiné avant Martin Luther King? Peux-tu me rappeler les années encore une fois? Oui, JFK, le 22 novembre 1963. Malcolm X, le 21 février 1965. Donc il y a seulement une semaine, c'était l'anniversaire. Et excusez-moi, Martin Luther King, le 4 avril 1968. Puis seulement 2 mois plus tard, Robert Kennedy, le 5 juin. En fait, à peine 15 minutes après le début du 5 juin. C'est le 4 juin qu'il avait remporté la primaire de Californie. Il aurait continué, comme il l'avait dit, jusqu'à Chicago. Gagnons là-bas. Il serait allé à la convention démocrate, aurait remporté l'investiture, et il aurait battu Richard Nixon, avec qui il savait très bien composer. Il savait comment le vaincre. Nous aurions donc un autre président des États-Unis s'il n'avait pas été assassiné, si Martin Luther King n'avait pas été assassiné. Si seulement ces 2 hommes avaient survécu, il aurait été en union avec Martin Luther King, qui s'était engagé à l'aider de toutes les manières possibles, tout comme RFK avait aidé Martin Luther King. Ils étaient très proches dans leur vision à la fin. Nous parlons donc de 5 ou 6 années très importantes dans l'histoire des États-Unis, n'est-ce pas? Ce furent des années violentes qui ont également vu, bien sûr, la guerre du Vietnam et ses assassinats politiques. Des assassinats de personnes qui ont inspiré une grande partie de l'Amérique, n'est-ce pas? Je veux dire, savons-nous aujourd'hui à ce stade qui est responsable de ces assassinats? Parce qu'ils restent tous entourés de mystères. Je veux dire, JFK avant tout.
in riddles. I mean, JFK first and foremost, right? Yes and no. Oui et non. Les assassinats, lorsqu'ils se produisaient, suivaient tous un scénario bien défini, comme dans un film. Cela ressort des recherches de nombreuses personnes, pas seulement des miennes. Dans chacun des 4 cas, il y avait un bouc émissaire, soigneusement désigné par le gouvernement américain, et plus précisément, dans au moins 3 de ces cas, voire les 4, je dirais, par le chef du contre-espionnage de la CIA, qui à cette époque était un homme nommé James Jesus Angleton. Je dis Jésus avec insistance, parce qu'il avait une mère mexicaine qui vénérait Jésus et lui avait donné ce prénom. C'était un analyste très brillant, diplômé de Yale, qui en 1941 avait créé une revue de poésie intitulée Furioso, à laquelle participaient les principaux poètes des États-Unis. Cet homme, qui avait une compréhension brillante du langage, l'a utilisé dans le sens inverse en tant que directeur du contre-espionnage à la CIA et aussi pendant la Seconde Guerre mondiale lorsqu'il travaillait pour l'OSS, le prédécesseur de la CIA. Donc, vous avez ces personnes. J'ai identifié les 3 personnages principaux dans le premier chapitre du livre, intitulé « De Dimona à Resurrection City ». Et Dimona, c'est le réacteur nucléaire de l'État d'Israël. En dessous, la bombe au sous-sol, se trouvent les niveaux où ont été effectuées les préparations pour l'arme nucléaire, celles qu'ils n'ont toujours pas officiellement reconnues. Ils en ont au moins quelques centaines. Et tout le processus constitue un système qui s'étend entre les États-Unis et, de manière importante, Israël, l'un des 9 pays que j'appelle les nations de l'extinction nucléaire. One of 9 nuclear, I call them nuclear extinction nations. They're nations committed to a nuclear. Ce sont des nations déterminées à maintenir un arsenal d'armes nucléaires. Et la pire, parce qu'elle a initié tout le processus, c'est le pays où je vis actuellement et dont je suis citoyen, à savoir les États-Unis. Comme l'a dit le Dr. King dans son discours à l'église Riverside, discours qui explique pourquoi il s'était engagé à la fois à mettre fin à la guerre du Vietnam et plus tard à lancer la campagne des pauvres, exactement 1 an jour pour jour avant son assassinat. Il a déclaré « Le plus grand pourvoyeur de violence dans le monde aujourd'hui, c'est mon propre gouvernement. » Il n'a pas dit « le gouvernement des États-Unis ». Il en a assumé la responsabilité comme étant son propre gouvernement. Et je pense que c'est ce que nous devons tous faire, nous qui vivons dans ce pays aujourd'hui. Nous devons en assumer la responsabilité, ainsi que celle de tous les autres pays complices de ces armes. Et je dirais qu'ils sont nombreux à l'être, et dans une très large mesure. Petite interruption rapide, car j'ai récemment été banni de YouTube. Et même si je suis de retour, cela pourrait se reproduire à tout moment. Alors, merci d'envisager de vous abonner non seulement ici, mais aussi à ma liste de diffusion sur Substack. C'est pakalota.substack.com. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Et maintenant, retour à la vidéo. Oui. Et vous savez, la prolifération nucléaire est bien sûr l'une des plus grandes menaces pour l'humanité. Nous avons connu quelques succès en cours de route avec le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Avant tout, parce que celui-ci a créé un régime qui, ne pouvait pas remettre le génie dans la bouteille, mais pouvait au moins s'assurer que les choses ne tourneraient pas aussi mal que nous le craignions. Il a fallu 10 ans pour le négocier. Et c'est, heureusement, le traité international que nous avons encore, même maintenant que beaucoup des traités bilatéraux sur les armes nucléaires entre les États-Unis et la Russie ont disparu. Mais est-ce que pour vous, car dans votre livre, vous entrez dans de très nombreux détails, tout en examinant aussi la vision d'ensemble de ce que signifient ces 4 assassinats. L'histoire principale de ces 4 événements porte avant tout sur la violence des États-Unis, y compris contre leurs propres citoyens et leurs propres dirigeants. Ou bien s'agit-il plutôt du système qu'ils créent, avec ses instruments de guerre,
ces instruments d'Armageddon à ce stade? And these implements of Armageddon at this point. Well, you've just described. Eh bien, vous venez de décrire deux aspects d'une seule moitié de l'histoire telle que je la comprends. Mais l'autre moitié, c'est ce qui est censé nous soutenir. Et cela, je pense, c'est le coraggio. Nous utilisons ce mot très précisément, le courage. Si l'on parle en termes théologiques, on dirait probablement la grâce. Mais la force réside dans l'exemple de ces 4 personnes qui connaissaient la grâce, qui savaient que ce qu'elles faisaient conduirait à leur mort. Elles n'étaient pas naïves, pas du tout. Et tout comme Malcolm l'a dit 2 jours avant sa mort, il prévoyait qu'il mourrait pour la cause de la fraternité. JFK, vous savez, lorsqu'il a été profondément trompé par la Central Intelligence Agency et manipulé lors de l'invasion de la baie des Cochons, a déclaré « Je veux éclater la CIA en 1000 morceaux et la disperser aux 4 vents. » Alors, quand le président des États-Unis dit cela à propos de sa propre agence centrale de renseignement, ce qu'il a dit à un conseiller en chef, bien sûr, tout ce qu'il faisait était enregistré par eux, ainsi que par lui-même. Cela ne présageait rien de bon pour son avenir. Pas du tout. Pas du tout. Et quand Robert Kennedy, eh bien, à mon avis, et je pense que c'est ainsi que cela s'est passé dans le processus de l'assassinat des Kennedy, les 2 Kennedy ont été victimes d'assassinats en série. Je veux dire, si vous en tuez un, vous devez tuer l'autre, parce qu'il va faire exactement la même chose, surtout lorsqu'il se présente à la présidence. S'il devient président, comme il allait le devenir, on lui a accordé exactement 15 minutes. Depuis le moment où il, vous savez, était sur cette voie en remportant la primaire de Californie jusqu'à ce qu'il soit abattu. Et c'est tout. Il est mort le lendemain. 15 minutes. C'est un message adressé à toute personne qui, par la suite, se présente à cette fonction. Et ils ont pris ce message très au sérieux. Aucun d'entre eux n'a eu le courage d'être un président de la non-prolifération, ce que John Kennedy était précisément. Il était attaché à ce traité de non-prolifération. Lui et Robert Kennedy ne reçoivent pas le mérite qu'ils méritent de la part de la plupart des auteurs à ce sujet. Ils étaient profondément engagés dans ce processus, et le traité d'interdiction des essais nucléaires y a directement contribué. Ce processus a conduit à leurs assassinats, et je pense que les autres présidents n'ont pas eu le même courage de dire la vérité au pouvoir de leur propre gouvernement, le pire de l'histoire du monde. Et cela ne s'est pas produit seulement avec l'arrivée au pouvoir de M. Trump. Non, mais, vous savez, c'est l'une des questions qui me trotte dans la tête depuis si longtemps. Les États-Unis, non pas tels qu'ils sont gouvernés par les républicains ou les démocrates, mais en tant que système politique, incluant la CIA, le FBI, les services de sécurité. Le fait que ces 2 entités ne puissent pas être auditées par le Congrès. Le fait que le Pentagone n'ait pas réussi un seul audit au cours des 4 ou 5 dernières années. Sans parler du fait qu'avant cela, nous n'avions même pas d'audit. Vous savez, toutes les manières dont le système politique fonctionne dans l'ombre. Je veux dire, nous avons maintenant, dans le discours politique américain, l'expression « l'État profond ». Mais je pense que l'État profond est une mauvaise façon de l'imaginer, parce que ce n'est pas, en ce sens, quelque chose de profond ou de marécageux. C'est plutôt comme des rouages imbriqués qui font fonctionner l'ensemble, ce qui, à mon avis, renvoie aussi, doit renvoyer, à la manière dont les États-Unis sont nés, puis se sont étendus de 13 petites colonies sur la côte Est à un vaste empire continental, s'étendant même au-delà du continent, jusqu'à Hawaï à un moment donné, et jusqu'aux Philippines. C'est impressionnant, n'est-ce pas? Et ensuite, la transformation et l'évolution de la manière dont l'Empire se gère lui-même nécessite une immense machinerie. Alors, est-ce cette machinerie qui, en fin de compte, utilise aussi des armes contre les siens,
y compris contre ses dirigeants. Comment voyez-vous cela? Comment comprenez-vous les États-Unis en tant que système politique? Je pense que cela remonte surtout à la Seconde Guerre mondiale, mais certainement aussi avant cela, à la Première Guerre mondiale. Et comme vous le savez en lisant le livre, les points de repère en sont Albert Camus parlant de ce sujet à la fin de la Seconde Guerre mondiale et envisageant un processus terrible à venir. Il le fait alors même que Paris est en train d'être libéré. C'est quelque chose d'incroyable. Il dit que nous n'avons pas à être soit des victimes, soit des bourreaux dans ce processus. Nous pouvons être autre chose. Et cette autre chose, ce sont des personnes courageuses. Il a lui-même eu le courage de parler comme il l'a fait, et il s'est exprimé contre des gens de son propre cercle. Eh bien, il y a aujourd'hui un Beltway de Washington sur lequel pratiquement tous les journalistes des États-Unis évoluent. Et si l'on sort de ce Beltway, eh bien, comme vous le savez, je n'en fais pas partie, car j'ai aucune crédibilité à Washington. Et je suis un Catholic worker. Un membre du Catholic Worker, vous savez, Dorothy Day est ma fondatrice, et Peter Morin, ce sont des anarchistes. Donc je viens d'un point de vue anarchiste, et je pense que c'est fondamentalement libérateur, totalement libérateur. Je peux écrire tout ce que je veux, mais cela prend beaucoup de temps, et je dépends simplement d'un grand nombre d'autres personnes. Je considère le livre entier comme une sorte de communauté qui est fondamentalement l'humanité. Je veux dire, ce que vous faites est un service profond rendu à l'humanité. Interviewer des personnes au cœur des questions de neutralité et essayer de faire en sorte que les ennemis puissent devenir des amis, ou que l'on puisse être un ami pour ses ennemis. Des ennemis ici, des ennemis là, des ennemis partout, et des ennemis partout lorsqu'il s'agit du pays où je vis. Je pense donc que le véritable objectif du livre est de suivre l'histoire de l'humanité, représentée par ces 4 personnages, ainsi que par tous les personnages secondaires du livre, comme l'espion russe, qui a travaillé en étroite collaboration avec les 2 Kennedy, Georgi Bolshakov. Une autre personne généralement laissée de côté dans le récit. Ou encore les femmes de cette histoire, qui y sont profondément impliquées, comme Glenda Grabo, une femme d'un courage total qui a identifié Raoul, l'homme qui a accompagné James Earl Ray, l'un des boucs émissaires. James Earl Ray n'a certainement pas tué Martin Luther King. Et j'ai mis tous les détails de cela dans le livre, vous savez. C'est pourquoi cela vaut aussi la peine d'être lu, parce que tu essayes de relier ces réflexions, les assassinats en particulier, au développement de tout un siècle de violence. Tu sais, le siècle des Premières et Secondes Guerres mondiales et de la guerre froide, n'est-ce pas? Tout cela se déroulait en même temps, et ils ont tué des millions de personnes. Je veux dire, ce siècle a tué près de 100 millions de personnes, rien qu'à travers les guerres. Je me demandais cependant, en lisant cet article, tu sais, ces 4 personnages ont aussi œuvré profondément dans le contexte de la guerre froide, bien sûr, issue de la Seconde Guerre mondiale, et dans le cadre de cette division idéologique que de nos jours, je pense, nous réduisons à tort à une simple opposition de systèmes politiques et économiques. Mais c'est aussi une approche de la manière de gouverner. Pensez-vous que le communisme représentait une véritable menace pour le système politique des États-Unis que nous avons décrit plus tôt? Quelque chose qui aurait pu avoir le pouvoir de le transformer. Parce que la façon dont l'establishment de la CIA et en réalité tout l'establishment, tirait sur tout ce qui était communiste, surtout si l'on pense à la peur du rouge, à la manière dont elle a été utilisée pour déraciner et éliminer toutes sortes d'oppositions idéologiques à la façon dont les États-Unis étaient dirigés. Pensez-vous que c'était une menace sérieuse? Ou bien ce défi idéologique
n'était-il pas quelque chose dans lequel ces 4 hommes étaient également engagés? That these 4 men also were engaged in. It didn't have to happen. None of that. Cela n'avait pas besoin d'arriver. Rien de tout cela n'était inévitable. Bien sûr, la Russie était notre allié. L'URSS, l'Union soviétique, était notre allié pendant la Seconde Guerre mondiale. Et le discours de John Kennedy à l'université américaine est profondément puissant, et une des raisons de son assassinat, car il s'incline devant la Russie, cet ennemi, en disant « Regardez, ils ont supporté le poids de la Seconde Guerre mondiale. » Il dit cela dans son discours à l'université américaine. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour une agence comme la CIA. Il a admis quelque chose. Il a dit quelque chose que personne aujourd'hui n'oserait rappeler, que c'était les Russes, les Soviétiques, qui ont mené le combat. Et les États-Unis sont arrivés tard et ont ensuite agi comme s'ils avaient gagné la guerre. Tu sais, c'est absurde. Quiconque connaît bien l'histoire sait que c'est absurde. Mais Kennedy a eu le courage de le dire en plein cœur de la guerre froide. Voilà ce qu'est le courage. Et Khrouchtchev, son ennemi, qui bloquait toutes les stations américaines, essayant de diffuser la moindre information en Union soviétique, l'a publié à la une de ses journaux en Union soviétique et il l'a diffusé sur tous les réseaux. Ainsi, le discours de Kennedy à l'université américaine a reçu un immense accueil dans ce pays et presque aucun aux États-Unis. Tout était inversé. C'est pourquoi ils ont pu travailler ensemble. C'est pourquoi ils ont pu coopérer et pourquoi ils se comprenaient réellement comme des collaborateurs dans la cause de la désescalade de la guerre froide et de la progression vers la paix. Ce n'est pas un hasard si le traité d'interdiction des essais nucléaires a été négocié et signé à Moscou. Cela n'aurait pas pu se produire aux États-Unis. Kennedy n'aurait pas pu faire cela dans son propre pays, car il aurait été complètement sapé. Il a contourné tout son Pentagone et sa CIA et a mené la négociation directement depuis son propre bureau, par l'intermédiaire d'Averell Harriman, son représentant auprès de Khrouchtchev à Moscou. Ainsi, chaque fois qu'une question se posait, Harriman appelait simplement Kennedy et lui demandait « D'accord, que dois-je faire maintenant ?» Vous savez, Kennedy a négocié ce traité lui-même, essentiellement par l'intermédiaire de Harriman et directement avec Khrouchtchev. Or, de leur point de vue, c'est de la trahison. Je parle de ses conseillers militaires et de la CIA. Mais de notre point de vue, c'est l'humanité, c'est l'unité, c'est l'espoir. Cela signifie la paix, qui est un véritable droit. Ils considéraient la paix comme un droit humain, tout comme Malcolm X voyait sa lutte contre le racisme comme un combat pour l'humanité au sein des Nations Unies. Ainsi, chacun de ces personnages a fait preuve d'un immense courage dans le contexte d'un État qu'ils savaient tous déterminés à les abattre, avant même qu'ils n'y entrent. Car leurs familles, chacune de ces familles, était surveillée depuis des années avant qu'ils n'accèdent au pouvoir, avant que ces 4-là en particulier n'obtiennent la moindre forme de pouvoir. Je me demande pourquoi ce genre de travail pour la paix ne peut pas être accompli à travers les systèmes de gouvernance des États-Unis. Mais vous savez, cela ne me surprendrait pas si Khrouchtchev avait dû faire quelque chose de très similaire. Cela ne me surprendrait pas. Je n'en sais pas assez à ce sujet. C'est juste que j'ai l'impression, je reviens sans cesse à cette idée que nous sommes désormais une planète de 8 milliards d'habitants. Je veux dire, autrefois, c'était quoi, 3 ou 4 milliards à l'époque. Mais malgré tout, nous sommes une planète de plusieurs milliards d'êtres humains et nous sommes condamnés à l'auto-organisation. Et, malheureusement, nous sommes mauvais en matière d'organisation. Je ne peux m'empêcher de penser que le problème de la violence de masse est un problème de capacité d'organisation de nous-mêmes, de notre espèce.
Et pourquoi est-ce qu'une fois qu'on passe par plusieurs couches de bureaucratie et d'administration, ce genre de travail pour la paix semble devenir difficile, voire impossible? À cause de notre histoire et du fait que nous ne l'avons pas affronté, je pense que c'est une grande partie du problème. La Seconde Guerre mondiale, aux États-Unis, au cours du siècle dernier, a été qualifiée incroyablement de bonne guerre. Vous imaginez? C'est ainsi qu'on l'apercevait. Des gens ont même écrit des livres sur la bonne guerre. Ce n'était pas une bonne guerre. Ce qui s'est passé d'Alamogordo, l'essai du 16 juillet 1945, jusqu'au 6 et 9 août, Hiroshima et Nagasaki, ce furent des actes de criminalité totale, de violence totale, à une échelle que Hitler n'avait pas atteinte. Vous savez, il a essayé, mais il n'a pas essayé. Hitler n'a même pas essayé avec des armes nucléaires. Hitler didn't even try with nuclear weapons. He wanted to have control of something. Il voulait avoir le contrôle de quelque chose, et il n'en serait rien resté. Il l'avait compris. J'ai eu une longue conversation avec Daniel Ellsberg à ce sujet, et il m'a fait remarquer, regarde, Hitler, en théorie, la création de l'arme nucléaire par les États-Unis visait à arrêter Hitler. Mais il savait assez tôt, à mi-parcours du projet, qu'Hitler n'allait pas s'y engager. Ils avaient ses scientifiques, ils passaient de notre côté, et donc ils l'ont fait. Pour le pouvoir et le profit. Le pouvoir et le profit. Et le profit revient aux fabricants d'armes. Ce n'est pas comme si c'était un secret. Lorsque le pape François, représentant l'un de ses pouvoirs plutôt neutres, dans le sens où le Vatican, à ce stade, se trouve de ce côté-là, de manière très utile, est venu s'adresser au Congrès, il a fait remarquer aux membres, qui l'applaudissaient hypocritement, que le problème venait des fabricants d'armes. Il l'a dit dans son discours. Puis il a évoqué Martin Luther King et Thomas Merton, quelqu'un d'autre que je connaissais, comme ayant abordé ce problème. Mais le Congrès a applaudi hypocritement et ensuite n'a rien fait. Rien du tout, bien sûr. Bien sûr qu'ils n'ont rien fait. Did nothing, of course. Of course they did nothing. Or even the opposite, you know, I mean, this is of course not part of... Ou même le contraire. Ce n'est bien sûr pas l'objet de votre étude. Mais ce qui se passe en ce moment, pendant que nous parlons, c'est la préparation d'une guerre contre l'Iran, avec plus d'un quart de la marine américaine stationnée dans le Golfe face à l'Iran, les menaçant ouvertement de guerre s'ils n'acceptent pas des conditions que les États-Unis n'envisageraient même pas d'accepter pour eux-mêmes, n'est-ce pas? Je veux dire, il ne viendrait jamais à l'esprit des États-Unis que quiconque puisse songer à leur demander d'appliquer ce qu'ils exigent actuellement de l'Iran. Et le simple fait que toute la discussion porte sur, j'ai entendu cela hier, que Donald Trump aurait en réalité déclaré que la décision de poursuivre la voie diplomatique ou celle de la guerre reviendrait à son équipe de négociation, M. Witkoff et M. Kushner. To his negotiating team, Mr. Witkoff and Mr. Kushner. And one analyst said like, oh, but it's outrageous. Et un analyste a dit, en gros, que c'était scandaleux que le président des États-Unis délègue les questions de guerre et de paix à ses subordonnés, qui ne font même pas directement partie du gouvernement américain. Mais cela va encore plus loin, car le pouvoir de faire la guerre ou la paix devrait en réalité revenir au Congrès, selon la Constitution américaine. C'est, pour ainsi dire, des couches et des couches de violation, non seulement du droit international, mais aussi du droit interne américain. Et cette utilisation absolue, sans retenue, de la violence, de la force et de la menace de violence. Je pense que des personnes comme Kennedy et King, entre autres, ont essayé de lutter contre cela. Ils ont constamment tenté, d'une manière ou d'une autre, de limiter la capacité de faire la guerre. Peut-être que j'exagère un peu pour JFK, mais comment vois-tu cela? Je vois cela entièrement à travers un homme nommé Mossadegh. En 1952, exactement les mêmes personnes qui furent responsables de l'assassinat de John Kennedy et de Robert Kennedy en particulier,
mais aussi de Malcolm et de Martin. Leurs équipes, avec la coopération de la Grande-Bretagne surtout, ont renversé le représentant du peuple iranien, nommé Mossadegh, et sans comprendre que c'est cet héritage que tout le monde en Iran connaît par cœur, et qu'il est ensuite compliqué par une série de gouvernements successivement liés au renversement de Mossadegh. Si nous ne connaissons pas cette histoire du rôle de la CIA et des services secrets britanniques dans son éviction, nous ne comprenons absolument pas ce qui se passe. En un sens, ce type d'histoire des États-Unis au XXe siècle a beaucoup à voir avec l'Iran, n'est-ce pas? C'est très probablement en 1952. Puis il y a la révolution iranienne à la fin des années 70, en 1969, n'est-ce pas? 1968. Et le Shah entre les deux, ainsi que l'opposition à Israël, mais même Tout cela, chaque petit détail, est lié à la même manœuvre de pouvoir des États-Unis. pourquoi l'Asie de l'Ouest et le Moyen-Orient sont-ils si incroyablement cruciaux pour les États-Unis modernes? Ce n'est pas un très grand secret, surtout le pétrole, et bien sûr la position qu'occupe le pays. Mais que ce soit celui que nous renversons dans les pays hispaniques ou celui des pays du Moyen-Orient, c'est du pouvoir pour le Pentagone. Il ne fonctionne pas sans dépendre du pétrole. Vous savez, ce ne sont pas de grands secrets. Tout cela est au grand jour. Et cela a commencé il y a longtemps. C'est un pays qui, comme vous le faisiez remarquer, s'est étendu vers l'ouest, puis vers l'extérieur, de manière massive et effrénée. Et Kennedy avait une vision différente de tout cela. Il travaillait aussi à soutenir les pays du tiers-monde. Et j'en parle beaucoup à propos de l'Afrique. John Kennedy, lorsqu'il siégeait pour la première fois au Congrès américain, a prononcé un discours révolutionnaire sur l'Algérie. Et les Algériens s'en souviennent encore aujourd'hui. John Kennedy était de leur côté avant qu'il ne renverse la France. C'est donc quelque chose que les gens à l'extérieur des États-Unis connaissent mieux que les Américains eux-mêmes. Nous n'en savons rien. Nous avons oublié que Kennedy, avant de devenir président, était considéré comme un marginal. Et le département d'État, dirigé bien sûr par John Foster Dulles, le frère d'Allen Dulles, fut scandalisé, tout aussi scandalisé qu'Allen Dulles, lorsque Kennedy prononça ce discours en faveur de l'Algérie. Et c'est ainsi qu'il a commencé à être membre du Congrès. C'est très important, une chose vraiment importante. Nous ne connaissons pas ces gens, nous ne connaissons pas leur histoire. Et Robert Kennedy était un homme très anticommuniste. Tu sais, depuis ses années de lycée, jusqu'à presque devenir procureur général. Mais il a changé. Et il a changé radicalement et rapidement en ce qui concernait son frère. Il a travaillé de très près avec Georgi Bolchakov et Khrouchtchev tout au long de ce processus, depuis le début de la présidence Kennedy. Tu sais, parfois ça demande du courage. Du courage, du courage, du courage, du courage. Oh oui, c'est le cas. C'est le cas. Le courage d'aller sciemment à l'encontre des gens de l'intérieur, n'est-ce pas? De son propre système, des personnes dont on dépend soi-même. Eh bien, cela leur a coûté cher. Mais on observe cela ailleurs aussi. Et vous savez, l'une des choses qui me fascine, c'est le pouvoir des idées stupides et la quantité de violence qu'elles engendrent. Je reviens toujours au Japon. Avant la Seconde Guerre mondiale, l'argument le plus important, au Japon mais aussi à l'extérieur, pour comprendre ce que le Japon a fait, son propre impérialisme expansionniste, était que le pays était si petit, plus petit que l'État de Californie, et qu'il comptait 60 millions d'habitants. Oh mon Dieu! Et puis j'ai lu des discours de professeurs en Suisse affirmant que, selon les projections les plus audacieuses, le Japon compterait plus de 100 millions d'habitants d'ici l'an 2000. Si tel était le cas, disait-il,
le pays mourrait de faim, car il serait impossible que les îles produisent suffisamment de nourriture. Nous aurions donc la famine et tout ce qui s'ensuit, et ainsi de suite. Il n'y avait en réalité qu'une seule solution: s'étendre et déplacer l'excédent de population à l'étranger. Et c'est sur cette base que beaucoup de gens ont soutenu que oui, le Japon devait posséder des territoires d'outre-mer et y envoyer ses habitants. Et vous savez, la stupidité de tout cela, c'est bien sûr que vers l'an 2000, ils avaient en réalité plus de 100 millions d'habitants. Et ils ne sont pas morts de faim. Pourquoi ne sont-ils pas morts de faim? Parce qu'ils ont compris qu'on pouvait commercer. On peut simplement échanger de la nourriture contre de jolis téléviseurs Toshiba, n'est-ce pas? Ça marche, mais cette idée stupide selon laquelle il faut posséder de la terre pour cultiver de la nourriture avait une telle puissance idéologique qu'elle a alimenté une grande partie de la violence qui a suivi, une fois qu'elle a été relayée par l'armée, les services et les niveaux politiques. Cela a engendré une violence considérable. Laquelle de ces idées stupides, selon vous, est responsable d'une grande partie de la violence aux États-Unis? Je pense qu'on peut le voir sous différents angles. La manière dont Malcolm X l'a exprimé, et dans une large mesure le Dr. King aussi, c'est le racisme. Je veux dire, le racisme. Et bien sûr, ce racisme s'est exercé à la fois contre le Japon et en faveur du Japon. C'est donc ce qui divise les gens. Bien sûr, Malcolm le voyait à ses débuts comme un affrontement entre noirs et blancs. Mais c'est bien plus complexe que cela. Il a participé à un moment donné à une réunion très importante avec les Hibakusha. Peut-être te souviens-tu de cette histoire. Lorsqu'il s'est rendu à cette réunion, les Hibakusha, victimes des bombes atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki, voulaient rencontrer Malcolm X, plus que quiconque aux États-Unis. Ils ont dit, nous venons aux États-Unis. Nous voulons rencontrer Malcolm X parce qu'il a mis le doigt sur le racisme. Et ils ont vu, en arrivant à Harlem, il y avait l'exposition universelle à New York. Mais ils ne sont pas allés à l'exposition universelle. Ils sont allés à la pire exposition du monde, qui au cœur de Harlem montrait tous les appartements et tout ce qu'il y avait d'abominable dans les conditions de vie imposées aux Noirs. Ainsi, Malcolm a établi un lien entre cela et la victimisation qu'ils subissaient dans le cadre de la guerre nucléaire. Il n'avait toutefois pas tout à fait saisi l'aspect nucléaire. Je veux être très franc à propos de Malcolm. Il n'en était pas encore au point de comprendre à quel point une arme nucléaire venue de Chine pouvait tout bouleverser. Il était très pro-Chine, mais il l'était à cause de ce que les États-Unis faisaient à la Chine. Il avait donc une bonne perspective de ce point de vue. Mais, comme le souligne sa très proche amie et disciple, Yuri Kochiyama, il ne saisissait pas tout à fait cela. Pourtant, il commençait à le comprendre, et il le comprenait rapidement. Chacun d'eux était en train de se transformer, de se transformer, de se transformer. C'est cela, l'histoire, la transformation, le changement, le courage de changer de manière extraordinaire. Je veux dire, ils n'ont pas vécu très longtemps. Malcolm et Martin sont tous deux morts à 39 ans. Étaient-ils si jeunes? 39 ans. Maintenant, pensez à Gandhi. Quel âge avait Gandhi quand il est mort? 78 ans, le double. Et Gandhi à 39 ans, où en aurait-il été? Il serait retourné en Afrique du Sud. Je veux dire, il n'aurait rien accompli en Inde. Zéro. Il n'aurait même pas atteint l'Inde pour commencer le travail qu'il y a fait. Il avait quitté l'Inde en tant qu'avocat incompétent et il n'aurait jamais rien accompli. Alors imaginez simplement 39 années de plus pour Malcolm et 39 années de plus pour Martin, au moment où ils se rapprochaient, où ils commençaient à se rejoindre. Cette photo, sur la couverture du livre, un Malcolm X et un Martin Luther King, rayonnant, la seule fois où ils se sont rencontrés, ils sont tout simplement lumineux.
Et c'est à ce moment-là qu'ils deviennent des hommes morts en sursis. Avec cette lumière, c'est le pire cauchemar possible. With that radiance, that's the worst dream possible. It's a nightmare to J. Edgar Hoover, who actually said C'est un cauchemar pour J. Edgar Hoover, qui a en fait dit, et j'ai mis cela aussi dans le livre, lors d'une conversation entendue par un serveur noir, bien sûr, qui était invisible à leurs yeux dans la salle à manger du Sénat. Ils ne voyaient pas les Noirs. Ils ne se rendaient pas compte que leur conversation était écoutée. Et il a entendu Hoover dire à Johnson, qui était alors le chef de la majorité au Sénat et allait bientôt devenir vice-président, puis président des États-Unis, il faut que ces deux types se battent entre eux, Malcolm X et Martin Luther King. Alors, les voir se rapprocher représentait le pire cauchemar possible. Et cela signifiait qu'ils devaient être tués. Et ils l'ont été, peu de temps après. Le rêve de ces dirigeants était d'avoir les deux, n'est-ce pas? De meilleures relations internationales à l'étranger, mais aussi de meilleures relations internes entre les habitants des États-Unis. Surtout Malcolm et Martin, n'est-ce pas? Ils se préoccupaient principalement d'une société juste chez eux, ce qui explique aussi pourquoi on les accusait sans cesse d'être communistes et qu'on essayait de les discréditer aussi violemment. La question de la paix intérieure, est-ce aussi l'une des raisons pour lesquelles il n'y a pas de possibilité de paix extérieure? Parce que la société était tellement violente, surtout à cette époque. C'est le même problème, je veux dire, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Et ces gens-là l'avaient reconnu. John Kennedy a prononcé son discours à l'université américaine le 10 juin. Le 11 juin, le lendemain, l'université de l'Alabama était en train d'être intégrée, le tout juste le lendemain. Et quand il a prononcé le plus grand discours de sa vie sur les droits civiques, c'était le jour suivant. Il l'a fait presque de manière improvisée, parce qu'il n'y avait pas de temps. Je veux dire, il l'a simplement prononcé avec son cœur, et c'était un discours d'une puissance immense. Et puis Medgar Evers a été tué 1 heure plus tard. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas une coïncidence. Un grand leader noir abattu à ce moment précis. Et c'était aussi un message adressé à Kennedy. C'était. Tuer le prochain. C'est vrai. Mais vous savez, aujourd'hui, les États-Unis sont très fiers du mouvement des droits civiques et de ses réalisations. Et à juste titre, je crois. Ce fut une étape très importante pour le pays et dans un bon sens, aussi une réussite. Mais d'un autre côté, ce que nous voyons, c'est que le système de violence en tire en fait des leçons. Quand je regarde la manière dont l'armée américaine essaye de se présenter aujourd'hui, pas seulement l'armée, mais les forces armées en général, elle se présente comme des employeurs offrant l'égalité des chances. N'importe qui, noir ou blanc, femme ou homme, peut y faire carrière. Et au final, tout le monde peut aller bombarder l'Iran, n'est-ce pas? Nous sommes également bienveillants dans cette entreprise militaire. Je me demande simplement ce que Martin et Malcolm en penseraient s'ils voyaient cela. Je pense qu'ils y verraient l'esprit de la campagne des pauvres, qui a été ressuscité par un homme nommé William Barber, aujourd'hui évêque, et par un homme nommé Jonathan Wilson Hartgrove, qui est un proche ami à moi. Il y a en ce moment une nouvelle campagne des pauvres, active dans tout le Sud, en Californie et à Minneapolis. Beaucoup de personnes se mobilisent avec un grand courage, de manière non violente, en affrontant l'ICE de façon profonde. Et les gens aux États-Unis puisent du courage dans celui de ceux qui sont à Minneapolis en ce moment. Ce n'est donc pas seulement une histoire sur ce qui s'est passé dans les années 1960. So this isn't just a story of what happened in the 60s. It's a story of what can happen today if we... C'est une histoire de ce qui peut arriver aujourd'hui. Si nous, je parle de gens comme moi dans ce pays, toi tu es au Japon en ce moment, nous avons la principale responsabilité parce que nous sommes les pillards du monde en ce moment.
notre gouvernement l'est, et nous devons arrêter ce gouvernement. Maintenant, ce qui m'inquiète dans le mouvement de personnes qui se lèvent et agissent avec courage contre ces gens, l'ICE, qui prend le contrôle de différentes villes, etc., c'est que nous ne connaissons pas encore assez bien notre propre histoire pour voir qu'ils nous tuent dans ce pays. Et tu parles de centaines de millions de personnes à l'étranger. Nous ferions mieux de parler des deux dimensions. L'ICE est devenu mondial. The ice has gone, global. It's not just happening in Minneapolis, but the courage. Ce n'est pas seulement à Minneapolis que cela se passe, mais il s'agit du courage de faire quelque chose qui peut se concrétiser si nous réunissons Malcolm et Martin, qui étaient des marginaux, avec JFK et RFK, qui étaient des initiés, et les vies intégrées de ces personnes. Celui qui a imaginé la campagne des pauvres, c'était Robert Kennedy. J'ai raconté cette histoire hier. Dans le livre, Robert Kennedy, qui allait probablement devenir le prochain président des États-Unis s'il n'avait pas été tué. Et les gens craignaient qu'il le soit, et il l'a été. Essayez d'imaginer comment les pauvres aux États-Unis pouvaient améliorer leur vie de la même manière que les Blancs. Et il a dit, il faut emmener les pauvres à Washington. Ce message est parvenu directement au Dr. King par l'intermédiaire de l'assistant de Robert Kennedy, un homme nommé Peter Edelman, et de sa fiancée, une femme nommée Marion Wright. Elle l'a transmis directement depuis la piscine où Robert Kennedy avait eu cette idée, en disant « Écoutez, la seule façon pour que le Congrès agisse, c'est qu'il soit tellement mal à l'aise de ne rien faire qu'il finira par faire quelque chose. Il faut que tous ces pauvres qui souffrent à travers le pays viennent à Washington. Dr. King, conduisez-les. » Et ce message a été transmis directement à King par Marion Wright. Et il s'illumina comme si la grâce de Dieu lui avait été accordée. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas déjà pensé lui-même. Il y avait songé 1 an plus tôt. Mais cette fois, cela venait de Robert Kennedy. Cela signifiait qu'un homme susceptible de devenir président des États-Unis travaillerait avec lui sur la campagne des pauvres. Et cela aurait été extraordinaire. C'est pourquoi Robert Kennedy, 1 semaine seulement avant sa mort, au milieu d'une immense foule de partisans à Watts, à Los Angeles, où des Noirs se pressaient autour de lui, courut jusqu'à la voiture des journalistes qui le suivaient et cria « Los Angeles est ma cité de la résurrection ». La cité de la résurrection était la ville de la campagne des pauvres. Pour lui, tout ne faisait qu'un. Tout se rejoignait à Watts. Il est mort 5 jours plus tard à cause de ce fait précis. Mais nous, aux États-Unis, devons comprendre le lien entre ces deux choses. Nous ne devrions pas avoir quelqu'un d'assez courageux pour commencer à faire ce genre de choses, sans savoir que cela ouvre la place directement dans la ligne de mire. Tout candidat à la présidence le sait aujourd'hui, mais le peuple des États-Unis ne le sait pas encore assez bien. C'est de la propagande. Tout cela est dirigé contre nous. Propagande, propagande, propagande. Les mensonges sont aussi graves que les meurtres, car les meurtres rendent le mensonge suivant possible, et les mensonges rendent le meurtre suivant possible. La propagande dont nous parlons est massive, et elle est dirigée tout particulièrement contre le peuple des États-Unis d'Amérique. Absolument. Et ils rendent cela possible. On le voit clairement, non? Tout le système est aussi construit autour de la pauvreté des États-Unis. Je veux dire, en Europe et aussi au Japon, il existe une protection sociale pour s'assurer que les gens s'en sortent plus ou moins. Aux États-Unis, et je l'ai constaté de mes propres yeux, c'est une guerre sociale. J'ai enseigné pendant quelques années sur le campus japonais de l'université Temple. Les étudiants y viennent parce qu'ils ont servi pendant 5 ou 6 ans dans l'un des services américains. Et après cela, ils payent pour obtenir un diplôme universitaire. C'est comme si l'on vendait son âme au service. Et ce n'est pas vraiment un service. C'est évidemment faire partie du système de guerre, n'est-ce pas? Mais si vous faites cela, alors vous obtenez, eh bien oui,
cela va de pair avec la volonté de s'engager pour la guerre. It comes with the willingness to sign up for war, and there's so many layers to that, but they go hand Et in il y a hand. tellement de So couches à if you- cela, if you actually mais elles vont de eradicate pair. poverty in the United Donc, States, si l'on éradiquait réellement la pauvreté aux États-Unis, si l'on avait réellement un système de protection sociale qui veille non pas à ce que les gens ne travaillent pas, mais à ce qu'il n'aient pas à vendre leur âme à l'oncle Sam sur le champ de bataille, eh bien le champ de bataille lui-même changerait radicalement, n'est-ce pas? Et tout ne semblerait pas être une cible potentielle vers laquelle diriger les pauvres, n'est-ce pas? Parce qu'en un sens, c'est vraiment pratique. Au lieu de marcher vers Washington, ils marchent vers Téhéran, ils marchent vers Bagdad. C'est en somme une solution gagnant-gagnant pour la classe oligarchique, qui n'a alors plus à se soucier de ces pauvres gens encombrants, n'est-ce pas? C'est absolument ignoble, mais il est très très difficile de faire passer ce message. Et ceux qui essayent, oui, ils meurent. Ils meurent. The people who try, yeah, they die. They die. But all empires fall. Mais tous les empires finissent par tomber. Et cet empire va tomber. Et il va tomber bientôt. La raison en est que le gouvernement actuellement au pouvoir est à peu près aussi mauvais qu'il est possible de l'être. Et on ne peut guère faire pire que cela. Mais on peut déclencher une guerre nucléaire. Et je crois en la vision du Dr. King, selon laquelle ce qui peut être, doit être et sera. Autrement dit, la liberté humaine n'a pas été créée. Il existe un esprit, et on peut l'appeler comme on veut. Il y a un esprit dans l'univers. L'arc moral de l'univers, c'est le terme qu'il employait, ou l'arc de l'univers moral. C'est fondamentalement la même idée. Et on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler le Bouddha. En tant qu'athée, on l'appelle simplement la vérité. As an atheist, you just call it truth. But truth is common to them all. Mais la vérité leur est commune à tous. Et c'est ce que Gandhi a choisi. La vérité, c'est Dieu. Le satyagraha, le pouvoir de la vérité. Ainsi, le pouvoir de ce que vous faites au Japon aide plus que vous ne le pensez, car cela se diffuse largement à travers cette émission. Quoi que vous fassiez, cela se propage. Mais le pouvoir de la propagande consiste à nous faire croire que nous ne pouvons pas la surmonter. Ce n'est pas vrai. Nous pouvons la surmonter. That's not true. We can overcome it. We can and we will. The question is just how many Nous le lives pouvons it's gonna et nous le cost. ferons. La question est simplement de savoir combien de vies cela coûtera encore. Espérons le moins possible. Alors, comment peut-être une dernière question ici? Ces personnes, les 4 que vous avez étudiées, étaient courageuses, ingénieuses, créatives dans la manière dont elles abordaient leur travail. Mais si vous deviez identifier ce qui a mal tourné, ce qu'elles auraient pu faire différemment pour que cela fonctionne, y a-t-il quelque chose que nous devons apprendre de leur erreur? Qu'était-ce? Their mistake, and the mistake was, what was it? I think if they could. Je pense que si l'on pouvait... Enfin, je ne crois pas vraiment qu'il soit utile de dire grand-chose sur leurs différences. L'essentiel, c'est que nous soyons différents. Nous pourrions l'être en comprenant tout ce qu'il a réussi à accomplir à, disons, 39 ans. Bien sûr, King est idolâtré, mais il l'est par le gouvernement qui l'a tué. Nous avons un jour férié chaque année pour l'homme qui a été assassiné. Mais sa femme, Coretta King, a eu un courage égal au sien. Elle le devançait sur les questions de paix et de justice. C'est elle qui lui a appris. Il faut se souvenir qu'il n'y aurait pas eu de Martin King sans Coretta en ce qui concerne le courage qu'elle lui a donné et transmis. Ces personnes ne sont pas seulement des individus, ce sont des familles. La famille Kennedy est une famille très courageuse et le gouvernement a réussi à diviser cette famille aujourd'hui. C'est un succès de la part du gouvernement des États-Unis. Chaque fois qu'une famille ayant le courage des Kennedy, ou le courage de la famille Shabazz, la famille de Malcolm, ou le courage de la famille King, se retrouve dans cette situation, c'est exactement ce que le gouvernement veut. Alors la question est, comment pouvons-nous nous unir comme il le faisait, en reconnaissant que cela nous coûtera ta vie et la mienne si nous le faisons vraiment bien. Si nous le faisons vraiment bien, tu seras éliminé, mon frère.
Bien If sûr. we do it well enough, you're going to get taken out, brother. And Of so, course. Bien sûr. Look, of course, yes. look, success Bien always sûr. ends in the grave. Oui. So, Le succès se termine toujours dans la tombe. It continues because Non, non, non. then you Il are continue. resurrected Car ensuite, and tu es people walk with ressuscité. your courage, Et les and gens more marchent and avec more ton people courage. walk with your De plus en courage plus de gens because marchent avec ton of your courage, courage. grâce à ton Don't- courage. it doesn't end with the Cela ne grave. s'arrête pas à la It's tombe. resurrected Cela in renaît people. chez d'autres That's the whole personnes. nature of resurrection. C'est toute la nature de la Nature of résurrection. is the La nature de la example résurrection, is c'est que divine. l'exemple est assimilé. It's C'est le the témoignage. witness. You're Tu rends giving témoignage à la witness. vérité. Et cette vérité se transmet, s'élargit et se renforce. C'est la vision gandhienne. Strengthens. That's the Gandhian vision. yes, but you see, what we need to figure out is how Oui, not just after mais tu 100 vois, years, ce que nous devons get there, but comprendre, after c'est 2000 comment y years, parvenir. because the system of Non pas violence seulement après 100 ans, managed to mais après transform 2000 ans. the greatest hippie Parce who que le ever système de walked violence the Middle a réussi à East, transformer le Jesus plus Christ. grand They hippie que le transformed Moyen-Orient ait it jamais into connu, a reason to go to Jésus-Christ. war, including the Ils l'ont crusades. transformé en une raison de faire la It is guerre, y perverse compris how les the croisades, system n'est-ce of pas? violence Y that compris tout le manages to reste. use an C'est pervers de application voir comment le the système de apostles violence of parvient à utiliser et à abuser de and, ses apôtres du pacifisme et du génie. Jésus-Christ était un orateur brillant, évidemment un esprit brillant, et manifestement du même bois que les quatre dont tu parlais. Et le système les transforme ensuite, peu à peu, en une nouvelle raison de faire la guerre. Et c'est cela qu'il faut enfin arrêter, après 2000 ans, pour que nous ne continuions pas à transformer les amoureux de la paix en prétexte pour la guerre. We have a way to do that because there was a Hindu. Nous avons un moyen de faire cela, parce qu'il y avait un hindou, pas un chrétien. Oui, un hindou qui est arrivé. Un hindou. Alors oubliez tout le truc chrétien, sauf si vous le prenez au sérieux à partir de son origine, dans l'homme dont vous parliez à l'instant, Jésus de Nazareth. Un type là-haut en Galilée qui était un rebelle, un grand rebelle contre l'Empire romain, et il est mort sur une croix. Probablement un rebelle palestinien, non? Je dirais que oui. Je suis allé à Nazareth, et les gens de Nazareth sont essentiellement des Palestiniens. Mais ne nous lançons pas là-dedans. C'est pas un débat ouvert, d'accord? L'essentiel, c'est qu'il était assurément juif, et qu'il était un juif en opposition à l'Empire romain. Et ensuite, un homme l'a pris très très au sérieux en tant que penseur systémique. Je veux dire, Gandhi était journaliste comme vous. Il était journaliste comme vous, mais lui disait la vérité. Et cette vérité, il l'a développée en la vérité d'un côté, l'amour de l'autre. C'est la même chose, le satyagraha. Et ainsi, il s'est opposé à l'Empire britannique et l'a transformé. C'est assez énorme. C'est vraiment énorme. Et il y avait beaucoup d'alternatives à ce qui s'est passé. Et elles étaient très, très violentes. Je connais cette histoire. J'ai écrit un livre sur Gandhi et son assassinat. Et il a été assassiné, mais il a vécu jusqu'à 68 ans. Oui, oui. L'Empire britannique est un peu plus, vous savez, je ne dirais pas humain, mais il ne l'a pas pris pour cible aussi efficacement que les États-Unis le font avec leurs victimes. Ils prennent un peu plus de temps. Ils prennent d'abord une tasse de thé. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a une force en nous, en toi, dans ce que tu fais, en Gandhi, dans le pouvoir de la vérité que je reconnais en toi. Tu fais une grande différence. Moi aussi, dans une certaine mesure. Mais il faut que nous en prenions conscience. L'Empire veut nous faire croire que nous ne changerons rien du tout. Mais nous faisons une différence. Jim, j'adore la force de ta voix et j'aime l'esprit avec lequel tu parles. C'est absolument incroyable. Nous devrions refaire ça, nous revoir, peut-être avec quelques collègues, et réfléchir ensemble à la manière d'organiser cette résistance contre la stupidité qui est sur le point de nous submerger. Nous devons terminer cette interview, mais pour les personnes qui souhaitent lire davantage de tes écrits, tu as publié beaucoup de livres. Y a-t-il un endroit méthode pour retrouver tes livres, pour regarder les niaiseries? Eh bien, Orbis Books, USA, simplement Orbis Books,
proposera les livres que j'ai écrits le plus récemment, à savoir JFK and the Unspeakable, Gandhi and the Unspeakable et Martyrs to the Unspeakable, qui est celui dont nous parlons en ce moment. Excusez-moi. Mais il existe un site web, et c'est un très bon site qui regroupe tous mes écrits de manière très intégrée, bien au-delà de ces 3 livres et des précédents que j'ai écrits. J'ai écrit 7 livres. Il s'appelle Ratical, ratical.org, géré par un homme nommé David Ratcliffe. Il joue avec son pronom, donc en radical, il est Ratical. So as a radical, he's radical. J'aime bien ça, moi aussi. And he's done a very good book that's just Et il a publié un très bon livre qui vient de sortir, Understanding Special Operations. C'était une opération spéciale qui a renversé notre frère Mossadegh. Et des opérations spéciales sont menées en permanence par ce gouvernement d'assassins, des opérations spéciales. Donc David Ratcliffe de ratical.org, R-A-T-E-C-A-L, il a tous mes écrits à ce sujet, en dehors des 7 livres que j'ai écrits. D'accord. Je mettrai les liens vers vos livres ainsi que vers cette page d'accueil dans la description sous cette vidéo. Allez tous y jeter un œil. Jim Douglas, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Oh, merci beaucoup mon frère, tu es puissant. Merci. Puissant dans la vérité. Powerful in the truth.